Bien, bonjour à tous et toutes. Donc, je suis Cécile Blatrix, professeure de sciences politiques à AgroParisTech, et je viens accompagner donc de deux élèves ingénieurs qui sont en période de césure, qui ont fait leur deuxième année l'année dernière, donc la deuxième année du cursus ingénieur AgroParisTech. Ça correspond à du bac plus 4, l'équivalent d'un M1. Et qui ont fait l'essentiel du travail qui va être présenté à présent. Donc je vais simplement me livrer à une courte introduction pour présenter le contexte dans lequel nous avons fait travailler Chloé donc Folaché et Elodie Yann sur cette question des femmes dans le journalisme environnemental, en précisant un petit peu le contexte de leur stage finalement. Sachant que leur stage, je tiens à le préciser, n'était pas centré sur l'entrée journalisme ou journalisme environnemental. Et c'est pourquoi il est important de rappeler la genèse du stage, de ce qui a conduit à leur mission dans le cadre de stage. Donc c'est cet ouvrage que j'ai co-dirigé avec Laurent Gervereau et qui est paru en 2016, Tout vert, le grand tournant de l'écologie, qui couvrait essentiellement la période 1969-1975. J'ai fait apparaître en visuel un extrait du sommaire, mais l'ouvrage est beaucoup plus riche que ça, pour souligner un des éléments caractéristiques du travail de cet ouvrage. C'est d'abord le fait qu'on a sollicité une pluralité d'acteurs et on a mobilisé l'apnée, on a mobilisé beaucoup Laurent Samuel, Henri Jaffeux, Anne-Claude et Anna Trépeuch-Berthelot. Excuse-moi, mais j'ai vraiment un problème à chaque fois. Je m'interroge. Et donc, vous voyez que l'entrée qui était aussi liée au fonds dont nous disposons au musée du vivant, puisque je pense que vous le savez pour la plupart d'entre vous, Laurent Gervereau, qui maintenant est à la retraite, a fait un gros travail d'accueil et de sauvetage de la destruction d'un certain nombre de fonds qu'on essaye d'inventorier, de valoriser, mais il y a beaucoup de travail à faire. Et l'orientation de l'ouvrage Tout vert, c'était aussi de valoriser ces fonds. Et sur cette période clé, on avait aussi identifié des sortes de pastilles sur des acteurs qui avaient vraiment joué un rôle de pionnier et sur lesquels on avait des éléments dans nos fonds. On a essayé de valoriser ça et on a sollicité, vous le voyez, toute une série de spécialistes pour nous parler de 4 pionniers qui étaient donc, et qui illustrent bien quelque part la diversité des profils qu'on trouve dans l'association qui vient d'être soulignée. René Dubos, donc plutôt sur le pôle scientifique peut-être, Jean Carlier, Pierre Fournier et René Dumont. Et au moment où j'ai dû rédiger l'introduction générale de cet ouvrage, et puis on l'a présenté publiquement en présence de certains des auteurs, je me suis quand même interrogée sur une question qui était, mais c'est quand même assez... ça m'ennuie un peu, mais bon, c'est l'histoire qui nous dit ça. Et j'avais même pas réalisé qu'on a travaillé sur 4 pionniers, c'est que des hommes, mais bon, on n'avait pas forcément de fonds à valoriser sur les femmes. Et une interrogation est née à partir de là et rejoignait aussi un travail, donc moi je travaille en sciences politiques, sur l'action publique environnementale, mais aussi les formes d'action collective et les transformations des démocraties, puisque c'est dans le domaine de l'environnement que ce qu'on appelle la démocratie participative, c'est le plus consolidé en France d'un point de vue juridique. Donc mon axe de spécialité, c'est celui-là. Et comme vous allez le voir dans l'état de l'art que je vais présenter ensuite, dans ce qu'on peut appeler l'historiographie des politiques publiques environnementales, il y a très peu de références à des femmes et très peu d'ouvrages rédigés par des femmes. Donc tout ça m'a interrogée et tout ça a donné lieu à un projet d'ouvrage auquel vont contribuer un certain nombre de personnes ici présentes et que nous allons co-diriger avec Anna Trépeuch. Et donc, c'est dans ce contexte, que j'ai demandé donc à Elodie et Chloé d'effectuer un travail de stage, puisqu'il s'agissait d'entamer le travail sur nos fonds,
au musée du vivant, mais pas uniquement, comme je vais vous l'expliquer. Alors rapidement, parce que c'est surtout elle que vous avez envie d'écouter. Donc cette pluralité des mises en récit de la jeunesse des politiques environnementales, c'est bien sûr une représentation schématique et un peu idéal typique, hein. Mais on a vraiment des récits qui rendent compte de la jeunesse des politiques environnementales. C'est un peu le récit à la fois ordinaire, mais qu'on peut trouver dans certains sites internet de ministères ou d'acteurs. On va simplement expliquer la jeunesse des politiques environnementales par, à un moment donné, dans les années 60, la prise de conscience du problème. Des récits également qui vont être, donc prise de conscience, c'est une catégorie qui n'a pas une grande valeur heuristique. Et puis on va avoir un relatif cloisonnement entre des récits militants et des récits d'ordre l'histoire du point de vue de l'administration et des institutions. Et donc, je vais passer très vite sur cette slide, mais vous voyez que finalement, l'émergence de l'environnement comme problème public est un processus multifactoriel où on voit effectivement apparaître des hauts fonctionnaires qui jouent un rôle d'avant-garde au sein de la DATAR, le rôle d'association de défense de l'environnement, des conflits fondateurs, l'éclosion d'une presse écologiste qui a joué un rôle extrêmement important et un certain nombre d'alertes. Je passe rapidement. Du côté de la sociologie des écologistes au sens large, on a des analyses qui mettent en évidence des profils sans que la question d'une trajectoire spécifique aux femmes soit abordée et apparaisse. Donc ça ne semble pas une question. On a une distinction assez usuelle qui a été faite dans un premier temps par Florence Rudolph et reprise par Silvio Littrò dans un ouvrage de 2008 qui s'appelle « Militer pour la planète, sociologie des écologistes ». Donc on aurait des itinéraires à dominante politique, à dominante scientifique et à dominante réactive. Alors, c'est dans ce contexte-là que Élodie et Chloé ont fait un travail très important, et je précise que le travail de stage, c'est pas un stage de 6 mois de M2, c'est 2 stages de 2 mois. Donc le travail qui va vous être présenté, c'est un travail de l'ordre du work in progress, et c'est un travail qui s'appuie sur leurs 2 mois d'investigation, donc c'est évidemment extrêmement court, et il y a un travail considérable qui a été effectué en termes d'analyse bibliographique et de conception d'une base de données. Donc ça, elles ne vont pas en parler, c'est pour ça que je me permets d'y revenir. Elles ne vont pas en parler, mais elles ont conçu et testé une base de données qui va permettre d'objectiver cette idée que l'historiographie de l'écologie renverrait à essentiellement des acteurs et des auteurs masculins. Voilà, donc je leur laisse maintenant la parole sur ce qui nous rassemble. Donc, nous, on a travaillé sur l'engagement des femmes pour l'environnement. Et donc, on a travaillé à partir d'archives notamment. Et c'est comme ça qu'on s'est intéressé surtout au parcours des femmes. On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs éléments qui revenaient beaucoup dans les parcours de ces femmes engagées. Le premier étant le féminisme, qui était un engagement parallèle à l'engagement écologiste dans d'autres structures. Mais les structures écologistes, c'était des structures qui acceptaient le discours féministe, mais dans lesquelles les paroles féministes pouvaient être entendues, même si la mise en pratique n'était pas toujours au rendez-vous. Et on reviendra sur le fait que les femmes utilisaient les périodiques associatifs écologistes pour porter la parole féministe. Le deuxième engagement, c'est l'engagement antinucléaire, qui est un engagement structurant pour les luttes écologistes en général, avec des gros événements, des gros rassemblements. Et l'engagement environnemental, qui a un peu deux volets, avec des associations très naturalistes ou des associations plutôt écologistes, comme les Amis de la Terre, sur lesquelles on a travaillé. Et c'est surtout de celles-ci qu'on va vous parler aujourd'hui, parce que c'est ces périodiques-là que nous avons étudiés pendant notre stage. Et c'est donc de cela qu'on pourra vous parler, mais il y a aussi des périodiques associatifs d'associations naturalistes et des productions syndicales et politiques qu'on n'a pas forcément autant étudiées. Alors, nous souhaitions vous présenter le parcours de certaines femmes que nous avions pu rencontrer, donc Sophie Chauveau, Lison Decaune et Dominique Martin-Ferrari.
qui sont 3 femmes qui ont tout en commun d'avoir été membres des Amis de la Terre. Et elles ont rejoint cette association entre les années 1970 et 1980. Lison de Caunes a notamment été trésorière de l'association au début. Et Dominique Martin-Ferrari, plus tard, a été secrétaire national du réseau des Amis de la Terre. Donc ces 3 femmes se sont illustrées dans le journalisme environnemental. Sophie Chauveau et Lison de Caunes ont par exemple écrit, entre autres, dans Le Courrier de la Baleine, qui était le périodique des Amis de la Terre sur lequel nous reviendrons plus tard. Et Dominique Martin-Ferrari, plutôt dans les années 80, s'est illustrée dans Ça m'intéresse ou encore L'Express dans la rubrique scientifique et sur le magazine télévisé Gaïa, le magazine de l'environnement et du développement diffusé sur France 5. Donc ces 3 femmes ont aussi eu un parcours en écologie politique, puisque Sophie Chauveau, par exemple, comme attachée de presse, a accompagné Huguette Bouchardot dans sa campagne aux élections européennes de 1979. Et Lison de Caunes, qui était proche de Brice Lalonde, s'est présentée dans le 7e arrondissement de Paris aux élections municipales de 1977 avec la liste Paris Écologie. Enfin, Dominique Martin-Ferrari a travaillé avec Brice Lalonde lorsqu'il était ministre de l'Environnement, donc au sein de son cabinet ministériel. Donc on va vous présenter nos conclusions à partir de nos études des archives de Superfolix et du Courrier de la Baleine sur la place des femmes dans ces périodiques. Donc moi je vais vous parler de Superfolix que j'ai pu consulter aux archives départementales de l'Ain. Il y a à peu près la moitié des numéros parus entre 1976 et 1986. Superfolix, c'est le journal de coordination des luttes contre la centrale nucléaire Superphénix de Crémalville. On y trouve des choses assez variées. Ça va des articles très techniques sur le fonctionnement des centrales nucléaires ou sur les risques biologiques liés à la radioactivité, et à des tribunes de lecteurs et lectrices sur des sujets vraiment très larges. Ce qui a compliqué un petit peu notre analyse, c'est que les articles ne sont pas du tout tous signés. Très peu sont signés par des femmes, avec un nom-prénom. Par contre, on peut identifier certains articles qui sont écrits par des femmes quand le titre est, par exemple, prise de position des mères de famille, ou que c'est signé une femme du comité antinucléaire d'Orthez. C'est pas forcément précisé qui est cette autrice, mais on peut identifier son genre. On a identifié le travail probablement de journaliste important d'une femme qui s'appelle Josiane Vincensini, qu'on n'a pas eu la chance de pouvoir contacter et avoir un entretien, mais elle est très présente par exemple, elle a probablement fait un travail de collecte de beaucoup de données, et elle s'occupait aussi probablement de la trésorerie. Et je vais vous lire quelques extraits d'articles écrits par des femmes. Donc un article donc prise de position des mères de famille, qui dit en tant que femmes et mères de famille, nous sommes particulièrement sensibles au problème de Superphénix. Nous n'avons pas le droit de laisser aux enfants que nous avons mis au monde l'héritage d'une immense poubelle. En tant que mères de famille, nous nous associons aux diverses formes d'actions qui vont être proposées aujourd'hui. Mais nous avons encore quelque chose à ajouter. Parmi ces choses qu'elle décrit ensuite, ce sont des efforts vraiment très actuels des petits gestes du quotidien qui peuvent être pris au foyer, et aussi vraiment le rapport aux enfants avec les CRS et la violence qu'il y a pu y avoir pendant les manifestations. Un autre article signé du nom de Geneviève dit « L'histoire de Seveso nous montre bien où l'on nous entraîne. Si ce n'est pas nous qui prenons en main nos affaires, le pouvoir et les puissances d'argent le feront à notre place. Nous ne pouvons pas accepter que d'autres décident pour nous, malgré nous, sans même nous consulter de notre avenir. Malville, ce sera incomparablement pire que Seveso. L'avenir des femmes de Seveso, avec les avortements obligatoires, la terreur de voir leurs enfants dépérir sous l'effet de maladies qu'on ne sait pas traiter et le parquage dans des camps surveillés, je n'en veux pas. » Donc c'est vraiment souvent une parole qui est en tant que femme et au nom des femmes, et sur des sujets plutôt féminins, les articles signés par des femmes et identifiables comme tels dans le Superfolix.
Donc, concernant le courrier de la baleine, vous avez ici des statistiques qui ont été effectuées sur 19 numéros que nous avons pu analyser. Donc, numéros parus entre 1971 et 1979. Ce graphique montre les proportions d'articles signés par des hommes ou des femmes. Donc, nous avons présenté les proportions puisque, comme pour Superfolix, nombre d'articles n'étaient pas signés. C'est-à-dire que sur une moyenne de 10 articles par numéro, seuls 6 à 7 étaient signés en moyenne. Nous remarquons donc qu'un seul numéro présente une proportion d'articles signés par des femmes supérieure à celui des hommes. Par contre, en nombre absolu, ce n'était pas le cas. Et donc cela laisse penser que les femmes étaient bien présentes dans la rédaction du courrier de la baleine, mais minoritaires. Concernant les thématiques abordées, nous n'avons pas relevé de différences significatives entre les thèmes abordés par les femmes ou par les hommes. Tous et toutes écrivaient dans les rubriques politiques, la belle vie ou action. Cependant, nous n'avons pas relevé de signature de femmes concernant les articles scientifiques, et cela est en accord avec d'autres observations que nous avons pu avoir sur d'autres sources archivistiques ou bibliographiques. Parmi les Amis de la Terre, nous avons aussi 13 femmes qui se sont réunies dans les années 70 pour former un groupe informel des Amis de la Terre. Et sous leur impulsion a été publié un numéro femmes en janvier 1979. Et dans ce numéro, la question du féminisme a pu être abordée. Elle l'était rarement dans les colonnes de la baleine, alors qu'elle était assez évidente pour la plupart des femmes qui en faisaient partie. Je vais donc vous lire un extrait d'article écrit par Lison de Caunes qui s'intitule « Terminé » et qui parle de la place des femmes au sein de l'association. Les femmes. À ça, j'en ai vu défiler des femmes aux Amis de la Terre en 5 ans. Des vieilles, des jeunes, des belles, des laides, des gentilles et des méchantes. Il y en a même certaines que j'ai bien aimées et d'autres que j'ai complètement oubliées. Quelques-unes sont restées mes meilleures et plus proches amies, quelques autres demeurent de bons et furtifs souvenirs d'une complicité créée au fil de l'événement ou à l'occasion d'un militantisme particulièrement chaud. À part ces considérations strictement personnelles et qui ne doivent en fait intéresser que moi, que dire de toutes ces femmes ? Toutes ces femmes au milieu d'hommes, ces femmes malgré tout et toujours minoritaires. Car je les vois plus comme accompagnatrices que comme conductrices, je les vois secondes indispensables plus que premières autoritaires. À l'exception toutefois de ces 2 dernières années où elles ont tenu, me semble-t-il, une place plus importante que celle qu'elles avaient au début du mouvement. Quand je me suis inscrite aux Amis de la Terre, il n'y avait qu'une femme au bureau, mot pompeux pour ces réunions bimensuelles qui devaient se composer à peu de choses près de la moitié des membres de l'association. Et cette femme, que faisait-elle ? La trésorerie, le secrétariat, elle tapait les lettres chics qu'on lui dictait parce qu'elle était bien sûr organisée, efficace et indispensable, mais si discrète. C'est un hasard ? Non. Ce sont les rôles distribués d'avance, c'est la place à laquelle on pense d'abord et inconsciemment, mettre une femme qui propose son aide. Parce qu'une femme qui arrive dans une association pour militer, on lui demande si elle s'est tapée à la machine alors qu'on demande à un homme son métier, sa spécialité. J'exagère un peu. En fait, un des succès féministes des Amis de la Terre du début fut d'obliger chacun à taper ses propres textes. Et ils ont appris à le faire, comme vous et moi, avec 2 doigts et des pages bourrées de fautes. Mais ils n'osaient pas demander l'aide d'une secrétaire qui, justement, n'avait rien à faire. C'est un détail, mais il est significatif, car c'est peut-être en changeant les rôles qu'on changera les mentalités et qu'on pourra faire bouger le monde. Vaste programme qui n'a pas été bien loin, car les rôles sont en fait restés bien définis. Alors que dire des femmes aux Amis de la Terre ? La même chose sans doute que les hommes. Beaucoup de paumés, beaucoup d'isolés qui cherchent une famille pour quelques vrais qui viennent militer et mettre leurs idées en application. Donc pour conclure, nous ce qu'on a constaté, c'est que dans les périodiques associatifs, les contributions des femmes étaient vraiment centrées sur les questions féministes ou des questions féminines, comme autour des préoccupations des enfants, qui étaient quand même majoritairement féminines à cette époque-là. Elles utilisent aussi ces périodiques comme un lieu de revendication féministe. Et moi, ça m'a vraiment marqué le fait qu'elles parlent en tant que femmes, ce qui, pour moi, était très inhabituel par rapport aux articles que je peux lire aujourd'hui. Donc, j'imagine qu'il y a un facteur époque. Et on a essayé dans notre travail de relier ces revendications
de la particularité féminine et de ce qu'elle pouvait apporter au mouvement, aux questions écoféministes sur lesquelles on a vraiment travaillé aussi, qui propose cette actualisation d'une revalorisation des valeurs traditionnellement associées au féminin, qui pourrait apporter beaucoup au mouvement écologiste et plus généralement à la société en général. Bonjour, je suis Marie-Paule Nougaret, je suis programmée comme discutante de ce qui vient d'être établi. Il se trouve que j'étais journaliste et écologiste dans les années 70. Donc je voudrais apporter quelques éléments complémentaires à ce que vous avez dit dans l'ensemble. Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, sauf sur certains points, et je voudrais y revenir. D'abord, en fait, moi j'étais... Pardon, je vous donne un petit peu de mon parcours, comment je suis arrivée à devenir journaliste, un peu par hasard, parce que avec deux garçons, on va dire, nous avions fait un livre qui s'appelait Le catalogue des ressources et qui était l'adaptation du Whole Earth catalogue américain, c'est-à-dire exactement le contraire de la publicité. C'était un livre entièrement consacré à l'écologie, qui a été fait bénévolement par l'équipe de coordination de rédaction. Nous étions 3 personnes, plus Grace, une américaine, une canadienne qui est venue là l'été faire la permanence avec nous. Et nous prenions les domaines de la vie, domaine par domaine. Donc il y avait énergie, alimentation, transport, vêtements. Et dans tous les cas, pour tous les problèmes, nous consultions des spécialistes qui ont travaillé gratuitement avec nous, et nous leur donnions soit des livres, soit des outils à tester, et ils faisaient une recommandation et donnaient une citation du livre. Nous en avons quand même vendu 100 000 en 1975-76. Donc c'était un travail de médias, si ce n'était pas un travail ni de l'administration, ni militant au sens propre, c'était inspiré d'une manière militante. Nous avons eu 40 bénévoles qui ont travaillé avec nous, par exemple des grands spécialistes d'agriculture biologique. On leur donnait 10 bouquins sur l'agriculture biologique, ils choisissaient le meilleur, on donnait un extrait. Donc ça, c'était l'esprit de l'époque. Et je dois dire que par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Madame Lécuyer, je crois que c'est vous qui avez dit ça. Non, pardon, c'est la première intervenante, c'est Madame Ambroise Rendu. Il est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup plus facile de parler d'environnement d'une manière générale et que ça passait beaucoup plus facilement dans le public que par la suite, au début des années 80. Ça, c'est absolument vrai. Et quand on nous dit qu'il y a eu des conseils d'administration des JNE où on dit qu'on a du mal à faire sortir l'information, je le crois volontiers. Vraiment, je le crois. Donc, à la suite de ce travail que j'ai fait parce que je parlais anglais, voilà, comme ça, on m'a recruté parce que je parlais anglais. Je me suis retrouvée, on m'a invitée aux réunions de campagne pour la campagne de Brice Lalonde. Et là, j'ai rencontré les gens d'Actuel qui m'ont détourné de ma voie et m'ont enseigné le journalisme. Voilà. Je voudrais, par la suite, j'ai été secrétaire de rédaction technique du Courrier de la Baleine en 1979, notamment pendant le numéro sur Three Mile Island, et c'est là que je voudrais rajouter quelque chose. J'ai 2 choses à vous rajouter. La première, c'est que vous dites que les femmes n'écrivaient pas sur les sujets de science. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que j'ai dû refaire entièrement le numéro du Courrier de la Baleine en 3 jours à cause de Three Mile Island. Et je l'ai fait bien sûr avec l'aide de scientifiques, de Jussieu, etc., qui étaient déjà des amis de la Terre. Mais en fait, c'est quand même moi qui, même si ce n'est pas signé partout, c'est quand même moi qui ai fait ce travail-là. Ensuite, au début des années 80, je vais sortir de mon parcours et vous parler d'autres femmes dont j'aimerais bien qu'on parle aussi. Mais enfin, je voudrais vous dire ça aussi, c'est-à-dire que dans les années 80, je suis devenue journaliste, après avoir été formée chez Actuel, dans une équipe où il y avait en effet peu de femmes, où j'avais été recrutée parce que j'avais gagné de l'argent et qu'on avait eu un succès. Voilà.
pour pouvoir continuer à écrire sur l'écologie, je me suis devenue journaliste scientifique. Ça, c'était la meilleure couverture. Et ce qui m'a permis d'écrire dans Libération, j'étais au début de la rubrique Science à Libé, etc. Bon, maintenant, je voudrais quand même parler d'une autre personne qui est décédée, qui était Geneviève Coat, qui était aux Amis de la Terre, en fait, qui a commencé comme ingénieure. Elle a fait une école d'ingénieur. Elle n'a pas trouvé de travail très prestigieux puisqu'elle était femme, donc elle est rentrée chez Framatome. Et elle est restée chez Framatome, je pense, presque un an. Et un jour, on l'a envoyé faire des photocopies d'une vanne, du circuit de refroidissement primaire d'une centrale. Et donc, il fallait aller dans une société qui avait réussi à garder les brevets depuis 1905. Et elle devait prendre des cotes, mais elle n'avait pas le droit de faire de photocopies. Et comme depuis, on a eu, je ne sais pas combien d'histoires de fissures dans les circuits de refroidissement, je vous assure que ça l'a vraiment refroidi sur la question du nucléaire. Et elle a adhéré aux Amis de la Terre. Elle est devenue journaliste à l'Usine Nouvelle, où elle a écrit nombre d'articles scientifiques, y compris dans les domaines de l'environnement. Voilà. Et je voudrais aussi parler de Maude Bindal, qui était présidente des Amis de la Terre en 79, si je ne me trompe pas, Oui, excusez-moi. Et qui était quand même présidente des Amis de la Terre, et qui était aussi secrétaire au Sauvage. Et vous n'avez pas parlé du Sauvage, et le Sauvage est un magazine très important pour votre recherche, où travaillait entre autres Françoise Biraud, qui faisait des articles assez techniques aussi. Bon, moi, je fais des articles sur les OGM, enfin bon, voilà. Et aussi, bon, je ne connais pas tout le monde, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de femmes ont travaillé. Les domaines scientifiques n'en étaient pas interdits, mais c'était plus difficile pour elles d'apparaître publiquement. Voilà. Oui, je pense que j'ai du mal à m'exprimer ou alors pas assez développer le point. C'est vrai que les femmes étaient dans les sciences, enfin on en était convaincus, mais ce que je voulais signifier, c'était simplement qu'elles étaient peu visibles. C'était juste ça. Exactement. Donc, voilà. Je suis d'accord. Bon voilà, je ne peux pas en dire plus. Merci.